Bienvenue et bonjour tout le monde. Je m'appelle Daniel Stanton et je suis le directeur de le programme de sécurité nationale à l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa. Premièrement, vous pouvez poser des questions à tous les moments de la Q&A. Guillaume va répondre à la fin de son présentation, s'il te plaît. J'étais un agent de renseignement pour la SCRS pour 32 ans. La plupart de mon travail était dans le domaine de la contre-renseignement, les services soviétiques, les services chinois, les services russes et un peu autres. Guillaume Corot-Tremblay a travaillé comme un agent de renseignement pour la SCRS aussi, et comme chef analyste pour l'Unité nationale de contre-insurgence des forces canadiennes. Je ne vois personne de plus qualifié pour parler aujourd'hui au sujet de la police chinoise au Occident que Guillaume. Et je veux donner un gros merci à toi, Guillaume, pour cette séance. Donc, merci. Merci beaucoup, Dan, pour l'introduction, pour la présentation. Oui, je m'appelle Guillaume Corot-Tremblay, je suis formateur à l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa. Je suis responsable de la formation L'ingérence étrangère comme outil de répression. C'est une formation qui porte notamment sur le cas de la République populaire de Chine. Avant de me lancer dans le contenu de la présentation pour aujourd'hui, je voulais prendre quelques instants pour vous parler de cette formation. C'est une formation qu'on a donnée en fait hier en personne au campus de l'Université d'Ottawa. C'était la dernière présentation pour cette année. La prochaine séance en français aura lieu en février prochain en ligne et il y aura également une séance en anglais en avril. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Institut de développement professionnel. On offre également la formation sur demande pour vos organisations si ça vous intéresse. Le but de cette formation-là est d'offrir un cadre de lecture qui n'est pas ancré dans l'actualité, qui ne porte pas sur un cas en particulier. L'objectif est d'outiller les participants pour qu'ils puissent analyser n'importe quel cas en lien avec n'importe quel pays. Par contre, le cours repose sur plusieurs exemples et 4 études de cas, notamment le cas turc, le cas iranien, le cas indien et le cas chinois. C'est dans le cadre des travaux pour ce dernier cas-là que je vous présente aujourd'hui la police chinoise, le ministère de la Sécurité publique. Donc, je vais présenter plus spécifiquement sur l'appareil de sécurité publique chinois et son ministère, le MPS, est formé d'une entité nationale, donc le ministère, et de plusieurs organes sous-nationaux au niveau provincial et local. Quand je veux parler du MPS, je parle du ministère, mais je parle également de ces branches nationales-là, de tout l'appareil de sécurité publique chinois, seulement pour faciliter la présentation. Durant la prochaine heure, je vais tenter de vous détailler les 3 arguments clés que vous voyez à l'écran que je souhaite vous faire retenir de ma présentation. Premièrement, contrairement aux autres agences de sécurité de renseignement de la République populaire de Chine, le ministère de la Sécurité publique chinois, le MPS, et ses sous-organes cherchent à neutraliser directement les individus qu'ils prennent pour cible. Il semble de plus en plus évident, dans un second temps, que l'utilisation de la violence est normalisée dans les actions que le MPS coordonne à l'international. Finalement, la capacité de l'appareil de sécurité publique chinois à mener des opérations sous couverture complexe à l'étranger et sa persistance sont sous-estimées. Et on va revenir à la fin de la séance sur ces 3 arguments clés. Aujourd'hui, il est possible de mieux comprendre les activités du MPS à l'étranger grâce à de nombreuses révélations qui ont été faites cette année et l'an dernier, notamment par du travail journalistique important dans différents pays occidentaux, des poursuites aux États-Unis, des enquêtes de l'organisme à but non lucratif Safeguard Defenders, une défection d'une source du premier bureau du MPS, et on va revenir sur le premier bureau un petit peu plus tard dans la présentation, et une fuite de données du contacteur chinois en cybersécurité iSoon. Les arguments clés que je décris, que je vous ai présentés, que je vais discuter durant la présentation, décrivent une situation sans qu'elle ne soit réellement nouvelle. C'est pas un changement, c'est pas nécessairement une évolution non plus, c'est que l'information qu'on a de disponible sur l'MPS, sur ses activités,
nous permettent d'avoir une meilleure visibilité maintenant et nous permettent de formuler ces observations. Comme Dan a mentionné, n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace prévu à cet effet. Et puis, à la fin de la présentation, on a une bonne période de temps pour y revenir. Pour ce qui est de la présentation, je vais d'abord vous parler des motivations du Parti État chinois, donc ses objectifs. On va parler des 5 poisons de la campagne Fox Hunt. Ensuite, on va parler des acteurs impliqués dans la campagne chinoise, les différentes organisations chinoises responsables, rapidement, le premier bureau du MPS, le rôle clé des officiers de liaison policiers à l'étranger, les stations de services policiers à l'étranger qu'on a beaucoup parlé dans les médias, et l'importance des sources humaines pour le MPS et le premier bureau. Ensuite, on va parler des moyens utilisés par le MPS, les effets qu'il recherche, le recours aux proches comme levier, les moyens de ciblage cyber et la force pour neutraliser une cible. Ensuite, on va conclure en discutant rapidement d'une approche pour contrer la répression transnationale, l'approche que je présente dans mon cours, et on va résumer les arguments clés. Les motivations du Parti État chinois. L'objectif le plus important du Parti communiste chinois, qui dirige la République populaire de Chine, est de rester au pouvoir. Donc, la stabilité sociale et politique sont sa priorité absolue. Il utilise ses appareils étatiques et politiques pour cibler les menaces qui pèsent contre son régime et pour promouvoir ses intérêts politiques et économiques à l'étranger. Ainsi, la République populaire de Chine mène la campagne de répression transnationale la plus sophistiquée, la plus globale et la plus complète au monde. Il y a deux groupes distincts d'individus qui sont visés par cette campagne. D'une part, les minorités, les dissidents du régime, et d'autre part, d'anciens membres du Parti communiste chinois ou des fonctionnaires qui sont accusés de corruption. Le Parti communiste chinois ne fait pas de distinction réelle si ces cibles sont en République populaire de Chine ou à l'étranger dans le traitement qu'il leur réserve. Aussi, il considère tout individu d'origine chinoise comme sous sa responsabilité, peu importe leur citoyenneté, et cherche à garder l'entièreté de sa diaspora sous son contrôle. Pour ce qui est de la première catégorie de cibles du Parti communiste chinois, en RPC, la distance politique est considérée comme un crime et ceux qui en sont responsables sont perçus comme des ennemis du régime. Le Parti communiste chinois fait souvent référence aux 5 poissons comme étant les groupes qui menacent la stabilité et la légitimité de son régime. Aujourd'hui, ces 5 poisons incluent les activistes pro-démocratie en République populaire de Chine et à Hong Kong, les membres des minorités ouïghours et mongols, les partisans de l'indépendance de Taïwan, les militants pour l'autonomie tibétaine, les adeptes du Falun Gong. Le Falun Gong est un mouvement spirituel en République populaire de Chine qui est interdit depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, environ 25 ans. Le Parti communiste chinois croit aussi qu'il y a des forces occidentales menées par les États-Unis tentent de le renverser en soutenant des éléments des 5 poisons. Et on va voir un petit peu plus tard que cet élément-là est quand même important dans la perspective chinoise. La campagne de lutte contre la dissidence chinoise a vraiment pris son essor après les manifestations de la place Tiananmen en 1989, qui ont fait craindre au Parti communiste chinois son renversement. La campagne de répression, particulièrement contre les adeptes de Falun Gong, a réellement, elle, débuté en 1999, quand le mouvement spirituel a été déclaré illégal, après un rassemblement pacifiste et silencieux sur cette même place Tiananmen. Finalement, à la veille des Jeux olympiques de 2008, la pression contre les 5 poissons s'est accentuée dans le but d'assurer qu'aucun élément ne vienne perturber les Jeux et le parcours de la flamme un peu partout dans le monde. Notamment, le Parti communiste chinois craignait des éléments liés à Al-Qaïda au sein de la population ouïghour, et ça lui a permis de justifier une augmentation de la répression contre toute cette minorité. Depuis, d'autres périodes d'intensification des mesures contre certains groupes, comme les Tibétains et les Mongols, ont eu des conséquences importantes. Par contre, il n'y a pas eu de période de changement aussi majeure que celle de 1989, 1999 et 2008. En 2014, après la prise du pouvoir de Xi Jinping, le président chinois, la République populaire de Chine a lancé la campagne Fox Hunt, officiellement destinée à lutter contre la corruption et à convaincre la deuxième catégorie de cibles, soit les fugitifs économiques, principalement des membres du Parti communiste chinois et d'anciens fonctionnaires, de revenir au pays. En 2015, l'opération Fox Hunt est devenue l'une des branches de l'opération Skynet, plus large dans ses objectifs. Ces efforts de lutte contre la corruption visent à garantir la loyauté politique au sein du PCC, à éviter les scissions dans ses rangs et plus généralement à renforcer la discipline du parti. Le ciblage d'anciens membres du Parti communiste chinois sous couvert de lutte contre la corruption sert également à garder les opposants politiques aux dirigeants chinois actuels hors d'état de nuire.
Un simple différend financier entre les actionnaires d'une entreprise peut aussi se transformer en une allégation de crime économique contre une personne qui pourrait être visée par cette campagne. L'opération Foxnet est dirigée par le MPS, qui est l'agence principale de coordination, et plusieurs de ces sous-organes sont mobilisés pour ramener les fugitifs économiques recherchés au pays. Selon la GRC, au moins 25 cibles prioritaires des autorités chinoises sont réfugiées au Canada. En 2013, donc à la veille du lancement de l'opération Foxhunt, les médias chinois affirmaient que le Canada était considéré comme un paradis pour les fugitifs. Des équipes spécialisées, composées d'officiers de plusieurs bureaux du MPS, ont été formés pour les chasser un peu partout dans le monde, même dans les pays occidentaux comme le Canada, où ils voyagent en tant que visiteurs sous couvert de visas touristiques ou commerciaux. Il y aurait plus de 70 de ces équipes qui ont voyagé dans plus de 90 pays. Les médias chinois rapportent qu'au moins 10 000 fugitifs ont été rapatriés à partir de 120 pays, dont au moins 27 personnes au Canada. L'organisation Safeguard Defenders a été en mesure de documenter 283 cas de retour dans au moins 56 pays par différents moyens, en persuadant les cibles ou en les leurrant. Au moins 22 cas d'enlèvement ont été rapportés dans des pays non démocratiques, particulièrement en Asie du Sud-Est. Maintenant, la prochaine section, les acteurs impliqués dans la campagne de répression chinoise. Vous avez à l'écran un organigramme que j'ai créé qui va être disponible sur demande, qui est également disponible sur mon blog Substack, qui n'est pas à jour. La version à jour peut être demandée par courriel. Vous avez mon courriel dans la présentation. Je ne vais pas détailler tous ces organisations-là. Par contre, on va parler du MPS un petit peu, du MSS, du ministère de la Sécurité de l'État, et du United Front Work Department, le département de travail du Front uni. Parce que c'est les organisations qui sont les plus impliquées et qui sont les plus connectées au MPS. Le MPS, c'est le ministère de la Sécurité publique et l'institution en charge de la sécurité intérieure en République populaire de Chine. Il est le gardien de l'ordre et de la stabilité du régime. Il est aussi responsable de la sécurité des systèmes informatiques et de la surveillance en ligne via le projet Bouclier d'or, Golden Shield, qui comprend le Grand Firewall chinois. Le MPS est également un organe du gouvernement, mais dans la pratique, il est un outil du parti. Chaque province, région autonome et municipalité relevant directement du gouvernement central dispose d'un département de la sécurité publique, on appelle un département, et dans les niveaux locaux, donc dans les municipalités, les districts, on parle de bureau de la sécurité publique. Le MPS est une entité avec un long historique. Il a été créé à la Fondation de la République populaire de Chine en 1949. Il a hérité des pratiques des services de sécurité du Parti communiste chinois qui l'ont précédé, la fondation du parti, la Fondation de la République populaire de Chine, pardon, et a un rôle central dans les périodes de répression qui ont suivi la création de la République populaire de Chine. Maintenant, rapidement, sur le United Front Work Department, le département du travail du Front uni, lui, est une entité du parti, chargée de développer et de maintenir le soutien au Parti communiste chinois en République populaire de Chine et à l'étranger. Il est donc impliqué dans les opérations d'influence dans les diasporas et les groupes dissidents au niveau international. Il s'appuie notamment sur un réseau du Front uni qu'on appelle aussi le système du Front uni, qui est composé de centaines d'organisations et d'individus plus ou moins formellement affiliés. Le United Front Work Department cible les communautés de la diaspora dans le but de les façonner, de les contrôler et de les homogénéiser. En ce qui concerne les dissidents particuliers, ses objectifs sont de faire pression sur les individus pour qu'ils s'autocensurent et de harceler les groupes qui critiquent les dirigeants chinois. Ensuite, la dernière organisation qui est importante de discuter aujourd'hui, c'est le MSS, le ministère de la Sécurité de l'État, qui est le principal service civil de renseignement extérieur et de contre-espionnage en République populaire de Chine. Le MSS a un rôle secondaire dans la sécurité domestique en République populaire de Chine et se concentre sur les minorités ethniques, les étrangers qui sont en Chine et les individus avec des connexions à l'étranger, puisqu'il est doté du mandat de contre-espionnage. Et puisque la République populaire de Chine croit que les forces externes soutiennent les dissidents, c'est pour ça que le MSS reste quand même impliqué dans ces dossiers. Durant des périodes agitées ou des grands événements comme les Jeux olympiques de 2008, le MSS et le MPS vont travailler ensemble sur les opérations et sur les cibles conjointes. Le MSS est un organisme relativement récent. Il a été créé en 1983 et il a incorporé les fonctions et le personnel de contre-espionnage qui étaient jusque-là détenus par le MPS. Et ça va être important, ce point-là, un petit peu plus tard dans la présentation. On va parler maintenant du premier bureau du MPS qui est particulièrement central dans la campagne de répression transnationale chinoise.
Il y a plusieurs bureaux du MPS qui sont importants, qui participent à la répression transnationale, notamment le 11e bureau qui est responsable de la surveillance de l'Internet et de la censure du contenu disponible en ligne. Par contre, il n'y a aucun bureau qui joue un rôle aussi actif et central que le premier bureau, qui est appelé depuis 2019 le Bureau de la protection de la sécurité politique. Sa fonction est d'enquêter sur les individus ou les organisations qui posent une menace potentielle pour le Parti communiste chinois, incluant les activités politiques, ethniques, séparatistes ou religieuses illégales. C'est le plus important et influent des bureaux du MPS, même s'il ne représente qu'environ 5 % de la force du ministère. Le premier bureau est depuis quelques années aussi responsable du dossier Falun Gong, qui avant était sous la responsabilité de ce qu'on a appelé les bureaux 610, qui ont été dissous en 2018. Si vous avez des questions sur les bureaux 610, on pourra en parler, mais pour la présentation, on va s'arrêter sur cet élément-là. Le premier bureau était auparavant chargé du contre-espionnage, comme j'ai mentionné, avant que la fonction soit transférée au MSS. Peut-être que des gens connaissent l'histoire de Larry Chin, qui est une pénétration importante du gouvernement chinois aux États-Unis et de la CIA. Et pendant une longue période, cette opération-là a été menée par le MPS. Donc, je vous propose l'hypothèse que le premier bureau, en fait, a hérité de cette capacité à opérer de manière complexe à l'étranger et, en fait, le garder, même si les fonctions de contre-espionnage ont été transférées en 1983 au MSS. J'ai une petite citation ici du journaliste spécialisé de la Chine, Roger Faligo, qui souligne que depuis une douzaine d'années, le premier bureau s'est distingué et qui ajoute avec raison que le premier bureau, malencontreusement, a été un peu oublié par les analystes. Par contre, il demeure extrêmement important. Un autre acteur important, c'est les officiers de liaison du MPS. Donc, en 2017, on savait que le MPS avait plus de 64 officiers de liaison dans plus de 31 pays. Ils sont généralement déclarés aux autorités locales parce que c'est des officiers de liaison, évidemment. Leur rôle officiel est de coopérer avec les forces de police nationales dans les pays où ils sont installés. Ils se rapportent au 19e bureau du MPS qui est en charge de la liaison policière internationale. En 2015, les médias chinois ont affirmé que le rôle des officiers de liaison dans les ambassades et consulats était de sauvegarder la sécurité nationale du pays, d'assurer la sécurité des citoyens chinois à l'étranger et aussi de traquer les fugitifs dans le cadre de l'opération Fox Hunt. En 2016, le MPS affirmait que ces officiers de liaison avaient participé aux opérations Fox Hunt et Skynet et avaient rapatrié au moins 190 fugitifs. Les officiers de liaison du MPS dans les missions diplomatiques soutiennent les équipes du MPS qui voyagent à l'étranger pour des opérations en fournissant de l'information, du soutien logistique et en les accompagnant sur place pour visiter des cibles. Par exemple, un cas datant de 2014 qui a été documenté par Safeguard Defenders fait état d'un homme qui était suspecté de fraude, qui s'était enfui au Canada et qui a été contacté par une officière de police du MPS qui était en provenance, qui avait voyagé de la République populaire de Chine et qui s'était installé dans le consulat général de Vancouver avec l'aide de l'officier de liaison pour avertir la cible que les officiers s'étaient déplacés pour le rapatrier dans son pays. Le MPS tente aussi d'utiliser les autorités locales dans les pays où il opère via les officiers de liaison pour mener ses opérations, notamment dans le cadre de l'opération Fox Hunt. Il cherche donc à se rapprocher de certaines autorités clés, surtout locales, qui pourraient l'assister dans ses efforts, même si officiellement, le MPS doit s'adresser aux forces policières nationales. C'est ça qu'un officier de liaison devrait faire. Les officiers de liaison travaillent avec les autres parties à l'ambassade et les organisations du réseau du Front uni pour faire avancer les intérêts de la République populaire de Chine et particulièrement du MPS. Donc, le MPS n'a pas comme mission première l'influence politique comme d'autres organisations comme le United Front Work Department, mais au travers de ses relations, il contribue à l'influence politique de la République populaire de Chine à l'étranger. Je vais vous parler rapidement de Dang Wang, qui était le précédent officier de liaison du MPS à Ottawa. Il occupait la position de conseiller à l'ambassade chinoise. Durant son mandat au Canada, il a tenté de se rapprocher des forces policières locales et s'est impliqué dans une association de taekwondo aux côtés de d'autres acteurs de l'État chinois. On voit à gauche que durant la pandémie, Wang a eu recours aux organisations communautaires liées au United Front Work Department pour livrer des masques, des désinfectants et autres items aux services de police de la région de New York. Les articles en chinois sur cet événement-là ne manquent pas de noter la reconnaissance du service de police canadien envers Wang et les organisations chinoises.
Il a aussi été membre du conseil d'aviseurs en 2020 d'une fédération internationale de taekwondo basée à Ottawa, avec ce qui semble être un autre officier de liaison de la police chinoise au Canada. De manière intéressante, le conseil d'aviseurs incluait aussi un journaliste de Xinhua News, qui est une agence de presse de l'État chinois connue pour héberger des officiers de renseignement sous couverture journalistique. En 2019, la Fédération de taekwondo organisait une compétition internationale où Wang était un invité d'honneur. Il y avait une autre invitée d'honneur qui est la présidente de la Chinese Community Association of Canada, qui faisait aussi partie l'année d'avant d'un congrès du United Footwork Department en Chine. Donc, on peut se demander pourquoi Wang est impliqué dans cette organisation-là et plus largement pourquoi d'autres personnes liées à l'État chinois étaient impliquées dans l'organisation de taekwondo. Évidemment, il est possible de savoir pour nous avec assurance, avec l'information disponible publiquement. Par contre, on peut noter que dans les années 2000, les représentants du bureau 610, que je vous parlais plus tôt, qui étaient responsables des Falun Gong à l'étranger, surveillaient les diverses associations d'arts martiaux en Occident. Ils craignaient que les adhérents à ces organisations-là voyagent en République populaire de Chine et se rapprochent du mouvement Falun Gong. Maintenant, on va parler des stations de services policiers à l'étranger, qui sont un bon exemple de la collaboration entre le MPS et le United Footwork Department. En 2016, ces stations de services policiers à l'étranger ont commencé à apparaître un peu partout en Occident. C'est en fait des bureaux de sécurité publique locaux en Chine qui ont établi ces représentations dans de nombreux pays avec l'aide de ressortissants chinois qui exercent des fonctions de direction au sein d'organisations liées au United Footwork Department. Ce sont souvent des gens d'affaires qui sont des représentants de chambres de commerce chinoises. Le rôle principal de ces stations est d'offrir des services administratifs aux citoyens chinois à l'étranger. Il y aurait plus d'une douzaine de services variés qui seraient offerts, notamment le renouvellement de permis de conduire et les demandes d'antécédents criminels. C'est une version policière des centres de services pour les Chinois à l'étranger qui ont été lancés en 2014. Certains de ces centres-là ont les mêmes adresses que des stations de services policiers qu'on connaît aujourd'hui. Selon Safeguard Defenders, il y en aurait plus de 100 stations un peu partout dans le monde, dans plus de 50 pays. Ils sont basés dans des centres communautaires, des entreprises et même des résidences. Il y en aurait au moins 5 au Canada. Par contre, ils auraient été fermés depuis novembre 2022. Bien que les stations de services policiers ne soient pas de véritables postes de police, ils sont impliqués dans des opérations visant les cibles du MPS, notamment dans le cadre de l'opération Foxon. Elles ont pour rôle de surveiller la diaspora, de recueillir des renseignements, de harceler et d'intimider les personnes qui critiquent les politiques du Parti communiste chinois et d'aider les autorités de sécurité publique chinoises à obtenir leur retour forcé. Au moins 83 retours forcés ont été associés à ces stations de services policiers à l'étranger. Ces stations et les organisations communautaires qui les administrent travaillent conjointement avec les représentations diplomatiques chinoises et les officiers de liaison du MPS. Les autorités françaises ont par exemple observé un officier de liaison du MPS basé à l'ambassade à Paris visiter une des stations de services policiers en France. Un cas très médiatisé cette année en France concernait un dissident arrivé en Europe l'année dernière. Il a manifesté et critiqué le président chinois en ligne et donc il est devenu une personne recherchée par un bureau de sécurité publique pour incitation à la subversion de l'État. Il a été invité dans une organisation communautaire en France qui fait office de station de service policier selon les autorités françaises. Il a été convaincu de repartir en Chine. Des diplomates chinois, dont un policier à l'ambassade, l'ont accompagné avec des volontaires de l'organisation communautaire et l'ont escorté jusqu'aux portes d'embarquement de l'aéroport. C'est les douaniers français qui sont intervenus et qui ont empêché son départ. Son passeport avait été confisqué par un diplomate chinois. Vous voyez à l'écran une lettre envoyée par l'ambassade de la République populaire de Chine à Paris au département de la sécurité publique de la province de Guangdong suite à l'échec de son rapatriement. Maintenant, on va parler de l'importance des sources humaines pour le MPS et pour le premier bureau. Le MPS se repose grandement sur l'utilisation d'agents, donc de sources humaines, principalement des individus avec des accès privilégiés comme des policiers ou des anciens policiers en Occident ou des dissidents infiltrés au sein même de leur communauté. Le MPS a aussi recours à des détectives privés pour collecter de l'information sur des cibles recherchées. D'ailleurs, en décembre dernier, le SRS et la GRC au Canada ont publié une alerte à ce secteur-là pour les avertir de l'utilisation de leurs services par des États comme la République populaire de Chine. Souvent, les cibles qui reviennent en République populaire de Chine pour rejoindre leur famille, par exemple, ou pour d'autres raisons personnelles, se font rencontrer par le MPS et convaincre ou forcer de coopérer en devenant elles-mêmes des sources à l'intérieur de leur communauté. Le MPS déploie certaines ressources dans des opérations, certaines de ces sources dans des opérations complexes qui visent à leurrer ses cibles dans des pays où il est facile pour lui d'opérer
pour ensuite les arrêter et les kidnapper. Cette année, une source du premier bureau, depuis 2007, a fait défection en Australie avec de nombreux documents témoignant des différentes missions qui lui ont été confiées. Il explique avoir accepté de travailler pour le MPS après avoir été arrêté à l'époque en Chine parce qu'il était un étudiant membre d'un groupe pro-démocratie basé aux États-Unis. La majorité de ses missions visaient de se rapprocher de cibles pour ensuite les leurrer au Cambodge ou au Laos. Il a été placé dans ces pays en utilisant des couvertures au sein d'entreprises chinoises pour utiliser des prétextes d'affaires afin d'attirer ses cibles. Dans une mission en 2016, il a aussi réussi à participer à une rencontre d'activistes et à rencontrer le Dalai Lama en Inde. Vous le voyez à l'écran sur la photo. Maintenant, on va parler des moyens utilisés par le MPS. D'abord, il faut juste s'arrêter un petit peu sur les effets qui sont recherchés par le MPS. Plus que n'importe quelle autre agence chinoise, le premier bureau du MPS cherche à neutraliser ses cibles, c'est-à-dire à les mettre hors d'état de nuire. Donc, soit en les rapatriant en République populaire de Chine ou en les faisant taire par une série de moyens reposant sur l'intimidation, la manipulation et la violence. La méthode favorisée par le MPS est d'envoyer les bureaux de la sécurité publique locaux pour rencontrer des membres de la famille des cibles du MPS en République populaire de Chine afin de les utiliser. Les policiers font de la pression sur leurs proches à l'étranger, utilisent la famille pour faire de la pression sur leurs proches à l'étranger pour qu'ils se taisent ou qu'ils reviennent au pays. On parle alors de sessions de thé, c'est-à-dire des visites surprises du MPS pour des interrogatoires. Le MPS va leur demander d'appeler leurs proches et de les convaincre de se taire ou de revenir, ou va contacter directement les cibles en utilisant la présence de leurs proches pour les menacer et les intimider. Parfois même, les officiers du MPS vont prendre les proches et les emporter avec eux à l'étranger pour rencontrer les cibles, pour les faire chanter, dans le but d'augmenter l'impact émotif de l'opération. Un cas documenté dans les médias fait état d'une cible de l'opération Fox Hunt au Canada qui a été visitée par le MPS. Son frère et son père faisaient partie du voyage et ne pouvaient être libérés tant que la cible ne retournait pas en République populaire de Chine. Maintenant, pour ce qui est des moyens de ciblage cyber, il n'y a aucun groupe de cyberacteurs de menace appelé APT en anglais qui ont été directement attribués à une unité du MPS. Par contre, l'appareil de sécurité publique chinois, le MPS, a recours aux moyens cyber contre des cibles à l'étranger pour les menacer ou pour faciliter l'utilisation d'autres moyens d'action. D'abord, le MPS se tourne vers des firmes de cybersécurité en Chine qui lui fournissent des services offensifs cyber et des outils avancés pour viser ces cibles. Cette année, des informations internes de l'entreprise chinoise iSoon ont permis de découvrir qu'elle offrait des services offensifs aux différents bureaux et départements du MPS, ainsi qu'il y a différents outils comme un Twitter Stealer qui permet d'obtenir des informations sur un compte X, comme ses messages et ses identifiants, et de même de publier en son nom. Le MPS a aussi la capacité de surveiller et censurer presque la totalité de l'Internet chinois via son projet Bouclier d'or, lancé en 2006, qui lui permet d'obtenir un large éventail d'informations sur des individus d'intérêt et leurs activités en ligne. Finalement, il mène lui-même des activités agressives sur les plateformes de réseaux sociaux pour infiltrer ou menacer des cibles. Cela inclut des menaces de mort quotidiennes ainsi que des efforts pour les discréditer. Selon des accusations portées aux États-Unis en 2023, le 912 Special Project Working Group, aussi appelé l'équipe d'enquête cyber, est une unité du MPS qui est composée d'environ 40 policiers qui diffusent la propagande en faveur du gouvernement chinois et utilisent de faux comptes sur YouTube, Twitter, Facebook et Zoom pour menacer, intimider et harceler les dissidents dans le monde entier. Ces comptes utilisent de fausses identités d'Occidentaux résidant aux États-Unis et vous avez un exemple à l'écran. Le Special Project Working Group sert aussi à identifier des dissidents qui seront ensuite visités par les MPS ou à les rapporter aux plateformes en ligne pour que leur compte soit bloqué. C'est un groupe qui est basé au bureau municipal du MPS à Pékin et qui est composé de membres qui proviennent du premier bureau, du 5e bureau, qui est le bureau des enquêtes criminelles, et du 11e bureau, qui est le bureau de la sécurité sur Internet. Et ces officiers-là viennent de différentes régions en République populaire de Chine. Maintenant, la force pour neutraliser une cible.
Le MPS n'est généralement pas reconnu pour utiliser la violence physique dans ses opérations, malgré de nombreux cas d'enlèvement dans des pays autoritaires, comme j'ai mentionné au début de la présentation, avec ou sans l'accord des autorités locales. Le SRS notait en 2022, dans un document interne qui a été rendu public durant la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère, qu'aucun enlèvement par le MPS n'avait encore été révélé en Occident. Par contre, on sait maintenant que depuis cette année, grâce à l'information de journalistes, que des cas réussis ou avortés ont été commandités par les MPS, aussi loin qu'en 2005 en Nouvelle-Zélande. Selon le média néo-zélandais Stuff, le MPS se serait approprié le salon de coiffure où allait une de ses cibles en Nouvelle-Zélande. Lorsqu'elle s'y est présentée, elle fut kidnappée par les MPS et ramenée en République populaire de Chine dans un bateau appartenant à l'État chinois. Un cas visant une Kazakh d'origine ouïghour qui a séjourné dans un camp de travail au Xinjiang a également été déjoué cette année en France. Les policiers français sont tombés face à face avec une dizaine d'hommes habillés en noir, dont l'un avait un passeport diplomatique chinois. Plusieurs cas récemment rendus publics notent aussi l'utilisation de violences physiques contre des individus ciblés par les MPS et des cas où des véhicules auraient été endommagés dans le but de causer des accidents, aussi loin qu'en 2004, en Nouvelle-Zélande et même en Australie. Vous voyez à l'écran quelques exemples un peu partout en Occident d'hommes battus par des individus qui sont suspectés d'être liés au MPS, parfois dans le cadre d'opérations complexes. Dans le cas de 2021, donc au milieu de l'écran en haut, l'homme réfugié en Australie était recherché par les MPS pour fraude. Le premier bureau a déployé une source pour se rapprocher de lui. Sa conjointe enceinte de leur enfant a été leurrée en République populaire de Chine en lui faisant croire que son père était malade, alors que c'était faux. Une fois de retour en Chine, le MPS lui a mis de la pression pour qu'elle subisse un avortement. Son conjoint a ensuite été attaqué en pleine rue par 3 hommes, dont l'un qui filmait. L'identité des hommes n'est pas connue, mais considérant qu'il était recherché par le premier bureau et que des sources avaient été déployées contre lui, on peut supposer qu'il y avait un lien entre ces individus et le MPS. Dans le cas du dissident chinois pris pour cible par les MPS en France cette année, dont j'ai fait référence un petit peu plus tôt, qui impliquait une station de service policier, il a été, selon son témoignage, battu et séquestré dans des restaurants chinois parisiens et des locaux de l'association communautaire avec l'implication de diplomates chinois. Des photos auraient été prises et envoyées à sa famille. L'affaire a conduit les autorités françaises à exiger le départ de 3 diplomates chinois de France, dont un policier rattaché à l'ambassade. Depuis, l'homme continue de faire l'objet de pression de la part des services de renseignement chinois. Il aurait reçu au total une trentaine d'appels et une centaine de messages de menaces. Les journalistes ont appelé le numéro qu'ils contactent et lorsque la personne au bout du fil a répondu, c'était la police chinoise. Dans 2 cas, dont un au Canada et un en Nouvelle-Zélande, la mort de dissidents est considérée comme suspecte par des militants. Les médias ont d'ailleurs remis en question le travail des autorités locales dans leurs enquêtes sur ces dossiers. On ne sait que très peu de choses sur qui sont ceux qui agissent avec violence au nom du MPS. En 2004, l'un des hommes qui a battu une cible de la sécurité publique en Nouvelle-Zélande se serait présenté comme un officier du ministère de la Sécurité nationale de Pékin. Il avait aussi un arme. Considérant que la victime était recherchée par le MPS, ça on le sait, on a l'information du gouvernement néo-zélandais, il est probable qu'il s'agisse en fait d'un officier de cette organisation et non du MPS. Nous savons aussi, selon une enquête de ProPublica, que des criminels chinois en Europe et aux États-Unis aident le gouvernement à surveiller et intimider la diaspora. Souvent, ils sont des leaders importants d'associations culturelles. Le gouvernement les laisse mener leurs affaires en échange de leur soutien pour ces opérations. Plusieurs leaders communautaires qui ont aidé à mettre sur pied des stations de services policiers en Italie et en Espagne ont d'ailleurs des liens avec les milieux criminels et la mafia chinoise. Le professeur Guo de Guildford College, dans son livre de 2014, rappelle que les agences de sécurité et de renseignement chinois, dont le MPS, ont hérité des pratiques utilisées dans la campagne de répression politique suivant la création de la République populaire de Chine en 1949, causant plusieurs centaines de milliers de morts. Que je vous propose aussi cette hypothèse qui, en fait, le MPS a toujours eu dans ses gènes à la fois la capacité d'opérer à l'étranger dans des opérations complexes qui héritées de son passé de contre-espionnage, mais aussi une propension pour la violence basée sur son passé dans des périodes de répression importantes en République populaire de Chine.
Finalement, le contenu était plus rapide que je le croyais, mais c'est pas grave, on va avoir plus de temps pour passer au travers des solutions que je vous propose et pour répondre à vos questions. Que je vais conclure en vous rappelant d'abord les arguments clés de ma présentation. J'ai tenté de vous détailler les 3 arguments clés via des exemples. Le premier étant que, contrairement aux autres agences de sécurité de renseignement de la République populaire de Chine, le MPS et ses sous-organes cherchent à neutraliser directement les individus qu'ils prennent pour cible. Ils les menacent, intimident leurs familles et tentent de les rapatrier. Dans un second temps, il semble de plus en plus évident que l'utilisation de la violence est normalisée dans les actions que le MPS coordonne à l'international, et ce, depuis longtemps. Des enlèvements réussis ou avortés, des attaques physiques et le bris de véhicules pour causer des accidents ont été récemment rendus publics et sont suspectés d'être liés au MPS. Finalement, la capacité de l'appareil de sécurité publique chinois à mener des opérations sous couverture complexes à l'étranger et sa persistance sont sous-estimées. Comme je l'ai mentionné, il réussit encore à ce jour à déployer avec facilité ses officiers à l'étranger, avec le soutien des missions diplomatiques, d'officiers de liaison et d'organisations communautaires. Il est également capable de placer des sources sous couverture dans des entreprises chinoises à l'extérieur des frontières de la République populaire de Chine. Maintenant, voici une approche pour contrer la répression transnationale que je détaille dans mon cours, sans nécessairement couvrir tous les aspects. Je veux mentionner que pour contrer la campagne de répression transnationale chinoise, qui est la plus importante, tous ces aspects-là doivent être considérés. C'est un continuum, c'est une approche holistique et aucune des mesures seules est en mesure de contrer ce genre de campagne. Pour ce qui est du MPS, plus particulièrement, il y a certaines mesures qui me semblent plus appropriées, qui pourraient avoir plus d'impact. Notamment, on devrait permettre aux victimes de signaler de manière sécuritaire et efficace les menaces contre elles et de pouvoir assurer un niveau raisonnable de protection aux cibles les plus importantes et à leurs familles en République populaire de Chine au travers de programmes qui sont dédiés à leur protection, mais aussi des programmes spécialisés d'immigration qui permettraient aux membres de leur famille de venir ici et de bénéficier de la protection canadienne. Ensuite, quand le gouvernement est en possession d'informations indiquant qu'une personne au pays est une cible du MPS, elle doit aussi en être informée rapidement. Pas seulement lui dire qu'elle est une cible du gouvernement chinois, mais détailler quelle est la menace et l'aider à se protéger. Finalement, on devrait tout faire pour éviter que le MPS puisse opérer librement ici au Canada. Ça inclut notamment ne pas le laisser abuser des mécanismes de coopération policière internationale, de refuser les visas d'officiers qui tentent de se rendre ici, d'expulser les diplomates qui les aident et de sanctionner les personnes qui en sont responsables en République populaire de Chine. Voilà, ça fait le tour pour la présentation d'aujourd'hui. Maintenant, je suis disponible pour prendre les questions. OK. Il n'y a qu'une question maintenant, mais j'en ai deux. Guillaume, premièrement, comment le projet de la loi C-70, la loi sur la lutte contre l'émergence étrangère, permettre de contrer les activités de la MPS? Quant à toi. Très bonne question, Dan. Je ne suis pas juriste, donc d'abord, je juste mets ce caveat-là qu'il y a des subtilités dans la loi que probablement que je ne maîtrise pas. Par contre, je vois 3 grands axes qui peuvent nous aider à contrer l'ingérence étrangère et les activités du MPS plus particulièrement. D'abord, le projet de loi C-70 permet au SRS ou va permettre au SRS de communiquer des informations à une personne afin de renforcer sa résilience. Comme je l'ai mentionné précédemment, si on est capable d'informer les cibles de manière détaillée, quelle est la menace qui pèse contre eux, je pense que c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Ensuite, la loi modifie l'article 20 de la loi sur la protection de l'information et ajoute en fait l'élément d'intimidation, criminalise l'intimidation ainsi que les menaces ou la violence qui est exercée pour le compte d'une entité étrangère. Ça va donner probablement plus de pouvoir aux forces policières
pour poursuivre des individus qui intimident au nom du NPS. Finalement, troisièmement, le gros morceau de ce projet de loi-là, c'est la création d'un registre d'agents étrangers qui prendra peut-être un nom différent, mais qui va permettre de donner un petit peu de temps à nos agences d'application de la loi si des individus, des organisations, même des agents du MPS ou des officiers du MPS qui voyagent ici, qui opèrent sans s'enregistrer au registre, de pouvoir les pénaliser ou même les accuser criminellement. Donc, ensemble, je pense que c'est vraiment un bon... on est dans la bonne voie. Il y a toujours mieux à faire. Mais pour le MPS, je pense que l'ajout au SCRS dans sa loi, la modification de l'article 20 et l'ajout d'un registre pour les agents étrangers sont des mesures qui auront un impact assurément. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et quant à moi, la loi sera être la première fois qu'il y aurait de la criminalisation de une urgence d'étrangers ou la répression transnationale. C'est un bon effort, je pense. S'il y a des autres questions, j'en ai une autre moi-même, Guillaume. Vous parlez à nous que le MPS contribuait à l'influence politique sans que ce soit sa mission première. Avez-vous des exemples concrets? Oui, le MPS est un outil du gouvernement chinois, du Parti communiste chinois pour étendre son influence à l'étranger, ça c'est certain. Depuis quelques années, le MPS a été mandaté par le Parti communiste chinois, le gouvernement chinois, d'offrir une alternative à l'Occident en matière de sécurité, une alternative sécuritaire un peu partout dans le monde, surtout dans ce qu'on appelle en anglais le Global South. Donc, d'offrir une alternative à ce que l'Occident offre d'un point de vue de formation, d'un point de vue de méthode. Donc, on a vu les MPS donner beaucoup d'entraînement, organiser des congrès. Et l'objectif du MPS, évidemment, c'est de créer ces liens-là, mais c'est aussi de projeter l'influence de la République populaire de Chine à l'étranger et d'offrir, en fait, de partager le modèle politique chinois, le modèle sécuritaire chinois. Donc, c'est une manière d'influencer des régimes à l'étranger. J'ai quelques chiffres ici, là, au début de septembre cette année, donc il y a un mois, le gouvernement chinois affirmait que plus de 2700 officiers de police étrangers ont été formés en 2024 par le MPS. Et un élément aussi très intéressant de cet effort-là, c'est que dans certains pays, le MPS a même réussi à organiser des programmes de patrouilles conjointes. Donc, on parle de l'Italie, la Serbie, la Croatie. Ce sont des pays où les policiers du MPS patrouillaient dans les capitales occidentales, européennes, aux côtés de policiers locaux, sous l'argument qu'ils venaient protéger les citoyens chinois, protéger les touristes chinois en Europe. C'est une autre façon pour eux de créer des liens avec les polices locales et d'étendre l'influence, le modèle, la pensée chinoise à l'étranger. Oui, c'est très bien. Je pense que c'est comme la sous-estimation de la MPS. Hein. Ce n'est pas seulement un service de policier comme auparavant, mais c'est très, très sophistiqué. Et nous avons une question. Bonjour Guillaume. Pourrais-tu nous parler des relais qui existent dans les pays étrangers, par exemple, au Canada, par exemple, et particulièrement dans la diaspora? Existe-t-il un modèle commun ou des particularités locales dans chaque pays? Et c'est Yves Goulet. Oui. Quand on parle des relais, je suis certain de bien comprendre la question. Bien évidemment, il y a l'exemple des stations de service policier qui permettent au MPS d'avoir une empreinte locale, d'avoir des gens de confiance dans les communautés, évidemment d'offrir ces services. L'objectif principal de ces stations-là, c'est de permettre aux citoyens de se rapporter à ces stations-là pour avoir différents services administratifs. Mais au travers de cette relation-là, le MPS s'assure que les communautés sont au courant qu'il y a une surveillance, qu'il y a une présence. Ça leur permet d'avoir un relais sur place. Par exemple, plusieurs cas qui ont été documentés d'utilisation des stations dans le cas de l'opération Fox Hunt. Les stations ont permis de contacter les cibles,
ont permis de les amener dans les locaux même de l'organisation communautaire qui sert de station de service policier et d'organiser des VTC, donc des vidéoconférences avec des policiers en République populaire de Chine, des policiers du MPS, pour ensuite leur présenter les formations par rapport à leurs poursuites, pour les menacer, pour les convaincre de retourner en République populaire de Chine. Donc, ça permet de ne pas avoir à déployer des policiers à l'étranger comme il le fait de temps en temps, en ayant un relais local et en pouvant contacter les cibles à l'étranger. Évidemment, ça a ses limites. Si la cible ne veut pas collaborer, si la cible ne veut pas se rendre, le MPS va possiblement passer à une autre étape, envoyer des officiers en personne ou passer par la famille. Et je vous dirais que les stations de service policier sont un des relais les plus importants qui a été utilisé par les MPS dans les dernières années, mais également les différentes sources qui sont présentes à l'étranger dans les communautés. Si on veut parler d'éléments communs, je voudrais que c'est le fait que le MPS tente de recruter ces personnes-là alors qu'ils reviennent en République populaire de Chine ou alors qu'ils sont déjà en République populaire de Chine, en faisant craindre à ces personnes-là qui vont être arrêtées, emprisonnées, et ensuite prendre ces sources-là qui ont été recrutées et les renvoyer en Occident dans leur communauté. Donc, ce serait les deux points communs, là, les stations de services policiers et l'utilisation de sources humaines recrutées en Chine et renvoyées dans les communautés à l'étranger. Merci beaucoup. Et une autre question pour toi. Comment les universités peuvent aider leurs étudiants chinois au cycle supérieur qui pourraient être soumis à de la répression transnationale? Les batailles sont perdues d'avance, causées par la présence de leur famille toujours en Chine. Oui, merci pour la question. C'est une question qui a plusieurs aspects. Très bonne question. Le premier élément qu'il faut mentionner pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant de cette réalité-là, les universités, c'est vraiment un endroit où la répression transnationale est extrêmement présente parce qu'il y a des citoyens de ces pays d'origine qui sont souvent soutenus financièrement par le gouvernement, donc au travers de bourses d'études, qui côtoient sur les campus, dans les classes, des dissidents, des activistes politiques. Donc, ça crée des situations parfois extrêmement tendues. Et on voit également ces personnes-là, on voit des associations étudiantes qui sont soutenues par les ambassades, par les services de renseignement. On voit les ambassades elles-mêmes, les consulats eux-mêmes, faire de la pression sur les universités pour annuler des conférences, annuler la venue de présentateurs, par exemple, pour parler du génocide au Xinjiang en République populaire de Chine. On l'a vu à Montréal, des pressions qui ont été faites par le consulat envers la ville ou envers certaines universités. Qu'est-ce que l'université peut faire? Mais je pense qu'il y a deux volets. Le premier, c'est d'être au courant de cette réalité-là et de ne pas plier sous la pression des gouvernements étrangers, des associations étudiantes et des menaces de retrait du financement, par exemple. C'est souvent ce qui est utilisé par les autorités chinoises. Donc, le premier volet, c'est l'aspect résilience, l'aspect se rappeler de c'est quoi la fonction d'une université en matière de liberté de l'expression. Et le deuxième, c'est d'offrir aux étudiants qui sont victimes une tribune pour pouvoir se confier, pour pouvoir rapporter avec confiance ce qui leur arrive et les protéger dans la limite du possible de ce que les universités peuvent faire, autant par les services de sécurité des universités que par leur lien avec les autorités locales, pour s'assurer que ces étudiants-là puissent continuer à exprimer librement leurs opinions et se sentent en sécurité sur les campus. Donc, le volet résilience, le volet offrir une écoute, une compréhension et une protection dans les limites du possible aux étudiants. Donc, je ne crois pas que le combat est perdu d'avance. Par contre, ça commence par une bonne compréhension, une réelle volonté politique et puis des mesures concrètes pour gagner la confiance des cibles pour qu'elles puissent se confier, rapporter ce qui leur arrive et ensuite leur offrir, dans le meilleur du possible, un espace pour qu'elles puissent exprimer leur opinion de manière sécuritaire. Bon, nous avons beaucoup de questions. Guillaume, la Chine semble avoir conclu des partenariats policiers dans certains pays occidentaux, notamment en Croatie et en Hongrie, afin que des patrouilles de policiers conjoints circulent dans les rues de ces pays. Quels sont les buts
de ces patrouilles conjointes et quels sont les pouvoirs des policiers chinois dans ces pays? S'agit-il d'opérations de surveillance des touristes chinois? Bon, officiellement, la raison qui est évoquée par le gouvernement chinois, c'est d'offrir la sécurité aux citoyens chinois et aux touristes chinois. Non officiellement, il y a quand même des grosses craintes que ces opérations-là servent à la fois, oui, à surveiller la diaspora chinoise, mais aussi à, comme je l'expliquais, projeter l'influence chinoise. Et il faut le voir vraiment comme une pièce dans une plus grande approche. On parle des organisations comme le United Front Work Department, le MSS, qui ont dans leur mandat de mener des opérations d'influence, de gagner, on appelle ça de elite capture, la capture d'élite, donc des politiciens, de futurs politiciens, des membres influents des milieux des affaires en Occident. Donc ça, c'est un volet, le volet policier d'une plus grande opération qui vise à influencer et à projeter positivement la Chine à l'étranger. Donc, à la fois, ces patrouilles servent à protéger les citoyens chinois, à la fois probablement à les surveiller, mais aussi à projeter en Occident aux citoyens occidentaux, aux autorités occidentales, que la Chine est présente, que la Chine est capable d'offrir une alternative. Et si vous regardez les pays avec lesquels la Chine fait ce genre d'activité-là, c'est souvent des pays qui ont peut-être des différends avec certaines organisations occidentales qui sont peut-être ambigus par rapport à leur alignement stratégique. Donc, l'objectif est de les amener du côté de l'alternative chinoise de différents moyens, et notamment via la formation policière. Et je pense que c'est un aspect que la Chine réussit beaucoup parce que l'alternative occidentale n'est pas nécessairement là. Les Américains n'offrent pas de formation en maintien de l'ordre à l'étranger ou très peu. Donc, il y a une espèce de vide que la Chine tente de combler et qu'elle commence à réussir à offrir une alternative. Et j'ajouterais aussi qu'il y a certains pays qui sont tannés que l'Occident leur impose des valeurs en plus des services qu'on leur offre. La Chine offre son expertise en maintien de l'ordre, en services policiers, mais n'exige pas de ces pays-là d'être démocratiques, de respecter les droits des individus, de ne pas utiliser la force excessive. Donc ça peut plaire aussi à certains États qui sont tannés de se faire imposer les valeurs occidentales. Donc il y a vraiment un vide que la République populaire de Chine tente de remplir, notamment avec des services policiers, mais ça fait partie d'une stratégie plus large qui vise tous les pans de ces sociétés-là. OK. La prochaine. Quels sont les mécanismes d'ingérence qui visent plus particulièrement les universités, recherche ou enseignement? Je n'ai pas de cas en tête du MPS pour tenter d'influencer les universités eux-mêmes. J'imagine que la question s'adresse plus largement aux entités du gouvernement chinois. Je l'ai mentionné un petit peu tantôt, l'idée de faire de la pression pour canceller, annuler des conférences, l'idée de faire pression en utilisant le financement comme levier, l'idée d'utiliser la présence des associations étudiantes. La Chine, on les appelle les Chinese Student and Scholar Association, les CSSA, qui sont directement soutenus par les ambassades chinoises et on sait qu'il y a un lien entre les leaders de ces entités-là et des officiers du renseignement du MSS. Donc, ces associations étudiantes sont utilisées dans les campus, mais pas par les MPS. Pour influencer les administrations universitaires et mener des campagnes d'ingérence étrangère sur les campus. Donc, à la fois une pression plus au haut niveau d'un point de vue du financement, d'un point de vue politique, et une pression sur le terrain, si on veut, par des étudiants, par les associations étudiantes, dans les différentes classes, dans les différents événements qui ont lieu sur les campus universitaires. OK. Donc, est-ce qu'il y a des autres questions?
OK. Ah, et pas des autres questions, Guillaume. Veux-tu des commentaires pour conclure, pour le fin ou Ben, je vais peut-être juste remercier les gens qui ont posé des questions. Je te remercie, Dan, remercier l'Institut de développement professionnel d'avoir organisé l'événement. Je pense que d'avoir des événements en français, c'est très important, d'avoir des événements sur ces sujets-là qui sont politiquement sensibles, mais qui amènent, je pense, un éclairage à la population canadienne. C'est un sujet de l'heure. J'espère que ce ne sera pas un sujet qu'on va oublier, parce que c'est un sujet qui dure depuis des décennies, qui va continuer à être important dans nos sociétés. Et j'encourage les gens qui seraient intéressés par le sujet plus largement à vous inscrire au cours qui est offert en français et en anglais sur le site de l'Institut. Oui, je sais que cette séance sera très utile pour tout le monde. Et un grand merci, Guillaume, pour cette séance. Merci beaucoup.